parlons aujourd'hui des maladies proctologiques, les hémorroïdes, les fissures. Et on va placer un petit mot sur les fistules. Avec nous, Dr Sarah El-Ouadreri, gastro-entérologue à Rabat. Bonjour. Bonjour à vous. Merci de répondre à notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. Alors, la proctologie, c'est la spécialité médicale qui se consacre aux pathologies de l'anus et du rectum. Tout à fait. Voilà, donc déjà on va définir qu'est-ce que l'anus, qu'est-ce que le rectum. Alors l'anus, ou plutôt le canal anal, c'est la partie terminale de l'intestin. Ça correspond aux 2 derniers centimètres de l'intestin qui permettent l'évacuation des selles. Quant au rectum, c'est les 15 derniers centimètres de l'intestin et ça constitue un réservoir des selles. Et quand le réservoir est rempli, il y a un signal qui est émis pour évacuer les selles à travers l'anus. Voilà, donc je pense que les auditeurs ont bien compris qu'est-ce que l'anus, qu'est-ce que le rectum. Alors, il y a des pathologies qui touchent ces 2 parties de l'organisme. Alors, on va parler des hémorroïdes qui sont très fréquentes. Oui, d'accord, pour commencer. Alors, souvent, la personne qui a des hémorroïdes ne sait pas, enfin, il faut poser un diagnostic parce que souvent on se plaint d'un saignement, de grattement peut-être, je sais pas. Donc voilà, d'une gêne. Exactement. Et voilà, donc on ne sait pas si c'est des hémorroïdes ou autre chose. Donc on va consulter un spécialiste. Alors on va pour commencer définir les hémorroïdes. Qu'est-ce que c'est? Alors les hémorroïdes, à proprement parler, en fait, c'est une structure vasculaire qui existe depuis l'état embryonnaire, c'est-à-dire dès la phase fœtale et embryonnaire, c'est un paquet vasculaire qui existe pour irriguer et vasculariser le rectum et l'anus. Donc c'est une structure vasculaire qui existe à l'état normal et chez tout le monde. Et dès la naissance, cette structure existe. Maintenant, la maladie hémorroïdaire, et par extension on parle d'hémorroïdes, c'est toute atteinte de ce paquet vasculaire qui existe à l'état normal. D'accord ? Donc la maladie hémorroïdaire, c'est quelque chose de très très fréquent qui touche à peu près 80% de la population. Mais pour autant, il ne faut pas relier toute pathologie anale aux hémorroïdes. Donc, dès qu'on a la sensation qu'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de l'anus, ne pas se dire automatiquement ce sont les hémorroïdes. Ça peut être bien d'autres pathologies, bien d'autres affections, d'où l'intérêt de consulter, se faire examiner. Il n'y a aucune honte à ça, aucune gêne à ça. C'est un examen qui se fait dans les règles de l'art pour pouvoir poser le bon diagnostic, pour pas se méprendre sur d'autres choses. Ça, c'est très important. Voilà, donc alors justement, pour ne pas faire cette confusion, oui. Quels sont les symptômes qu'on a quand on a des hémorroïdes? D'accord. Alors, quand on a une maladie hémorroïdaire, ça se manifeste en fait par plusieurs choses. Ça peut se manifester soit par une gêne au niveau anal, soit par des démangeaisons, donc la personne a envie de se gratter, soit par l'émission de sang, c'est ce qu'on appelle les rectorragies, ça veut dire que la personne saigne, et soit tout simplement, au moment de faire sa toilette, on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a une tuméfaction, qu'il y a quelque chose qui est boursouflé au niveau de l'anus. Donc ça, ce sont les principales manifestations de la maladie hémorroïdaire. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les manifestations des complications de ces hémorroïdes. Et là, encore, il y en a plusieurs types. Parce qu'il y a des pathologies qui sont inhérentes aux hémorroïdes qu'on appelle internes, donc le paquet vasculaire interne, et des complications qui sont inhérentes au paquet vasculaire externe. Donc, ce sont les hémorroïdes externes. Et là, il y a plusieurs types de complications. Vous voulez qu'on les détaille? Oui, bien sûr, on va parler de ces complications. Alors, les complications, il y a ce qu'on appelle, la première complication qui est commune, c'est la thrombose hémorroïdaire. C'est-à-dire qu'il y a eu une formation d'un caillot sanguin au niveau du paquet hémorroïdaire. Donc, quand il y a formation d'un caillot sanguin, automatiquement, il va y avoir des manifestations cliniques. Donc, la personne va avoir des douleurs, elle va avoir mal, elle va avoir une sensation de congestion au niveau de l'anus. Et quand ce caillot il peut saigner. Donc, ça peut provoquer des saignements. Autre complication, c'est ce qu'on voit au niveau surtout des hémorroïdes internes, c'est ce qu'on appelle le prolapsus hémorroïdaire. Il y a eu une anomalie au niveau du paquet hémorroïdaire interne qui est, si vous voulez, qui descend à travers l'anus. Donc, on voit le paquet hémorroïdaire qui descend de l'intérieur, si vous voulez, du canal anal vers la marge anale au niveau des plis de l'anus. Donc ça, ce sont les principales complications. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des événements qui peuvent entraîner ces hémorroïdes, par exemple
Une grossesse, par exemple. Parfaitement. Il y a des facteurs qu'on appelle favorisants. Voilà. Les facteurs favorisants de la maladie hémorroïdaire, c'est tous les troubles du transit. Dans l'esprit commun, on se dit que c'est surtout la constipation, mais même une diarrhée peut être un facteur favorisant de la pathologie hémorroïdaire. Donc, constipation ou diarrhée sont des facteurs favorisants. Autre chose, effectivement, durant la grossesse, vu le poids de l'utérus, vu les modifications hormonales qui ont lieu, c'est un facteur aussi favorisant de la maladie hémorroïdaire. Donc, ce sont les principaux facteurs favorisants. Il faut savoir que la maladie hémorroïdaire touche les patients de tout âge. Donc, quel que soit l'âge... Sexe confondu, tous ces sexes confondus. Effectivement. Ça peut toucher aussi l'enfant aussi. L'enfant, oui, c'est plus rare. Mais ça existe. Ça existe, ça peut toucher de l'enfant à la personne vraiment très âgée, femme comme homme, c'est quelque chose de très très fréquent. Alors, on va placer un mot sur le traitement. Oui. On dit que si on maintient une bonne hygiène de vie, normalement, on n'a pas ce problème. Non, pas forcément, mais c'est vrai que les règles d'hygiène vont favoriser, c'est-à-dire ça va faire en sorte qu'il n'y ait pas de récidive de la maladie, si vous voulez. Donc c'est un facteur important pour la prise en charge, mais ça ne va pas éradiquer complètement la maladie. C'est pas la seule cause. Alors avant de passer au traitement, je voudrais insister sur le fait de ne pas s'auto-traiter. Parce que quand on dit traitement, ça veut dire que le diagnostic est posé. Donc avant de se traiter, il faut être sûr et certain que c'est bien cette maladie. Même si elle est très fréquente, je vous ai dit qu'elle touche 80% des personnes, il ne faut pas passer à côté des autres maladies qui existent. Et notamment, je voudrais vraiment tirer une sonnette d'alarme, tout saignement n'est pas égal aux hémorroïdes. Même si on le voit des hémorroïdes qui sont congestives, qui sont œdématies, etc., tout saignement égale aller consulter son médecin. Parce que, et surtout... Comment on dit, une urgence. C'est quelque chose à prendre en charge. Il ne faut pas se dire... C'est traîné. Oui, il ne faut pas se dire c'est juste des hémorroïdes qui saignent. Hein. Et surtout, à partir de l'âge de 40 ans, même avant, s'il y a un saignement, il faut faire une coloscopie pour être sûr que le tube digestif il est intact, que ce n'est pas une autre lésion qui saigne. À partir de là, quand on est sûr et certain que ce n'est pas autre chose qui saigne et que ce sont bien les hémorroïdes, on va passer au traitement, l'esprit tranquille, on va se donner le temps de traiter cette pathologie. Alors le traitement, comme vous l'avez si bien dit, c'est les règles hygiéniques et diététiques. C'est régulariser d'abord le transit. Donc si on a une tendance diarrhéique, régulariser la diarrhée. Si c'est une constipation, la traiter. Ensuite, à côté de ça, essayer de pratiquer une activité physique pour mieux faire circuler le sang. Et puis, nous avons à notre disposition des traitements. Donc, on a des antalgiques, des médicaments qu'on prend par voie orale pour diminuer la douleur. Et on a des médicaments qu'on prend par voie locale pour améliorer cette symptomatologie. Donc, c'est soit des pommades, soit des suppos. À côté de ça, quand ce sont des hémorroïdes plus compliquées, on a accès aussi à ce qu'on appelle des traitements instrumentaux. D'accord ? Soit on va aller ligaturer ces hémorroïdes grâce à des petits élastiques. Donc, si vous voulez, on va étrangler cette structure vasculaire qui pose problème. Et c'est la ligature élastique des hémorroïdes. Soit on a des traitements par photocoagulation. Donc, on coagule ces hémorroïdes. Et dans certains cas, on a accès même à la chirurgie. Là, ça dépend du stade des hémorroïdes, ça dépend des cas. Le médecin jugera de l'intérêt de telle technique ou plutôt de l'autre. Voilà, mais il faut savoir qu'on a un panel devant nous. Oui. Voilà, donc comme on dit, le traitement se fait du cas par cas. Donc il faut, quand on a une gêne, des saignements, donc ne pas hésiter à aller consulter pour poser le diagnostic et se faire un traitement. Tout à fait. Les patients peuvent avoir une gêne pour aller consulter, mais vraiment ça peut sauver pas mal de personnes parce que les diagnostics sont souvent erronés. Donc il ne faut pas hésiter à aller chez son médecin. Il va vous examiner dans des conditions adéquates. Il y a un champ pour bien protéger la partie. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à en parler déjà et à aller consulter par la suite. Voilà. Alors, on va parler maintenant des fissures et placer un petit mot sur les fistules. Mais juste avant, on va rappeler notre numéro de téléphone, le 05 37 20 44 73. Si vous souhaitez nous poser des questions sur ce sujet. On parle aujourd'hui des maladies proctologiques qui touchent l'anus et le rectum. Donc, on a parlé des hémorroïdes.
Et donc, je vous laisse en musique et puis je vous retrouve juste après pour la suite. Logique. Alors, on a parlé des hémorroïdes. Là, on va faire le point sur les fissures avec Dr Sarah Loudrairi, gastro-entérologue à Rabat. Et puis, je rappelle notre numéro de téléphone si vous souhaitez participer à notre émission. Comme on dit, cette émission est la vôtre. N'hésitez pas à nous poser vos questions. C'est le 05 37 20 44 73. Alors, Dr Loudrairi, qu'est-ce qu'une fissure anale? Alors, une fissure anale, c'est une petite plaie au niveau de la marge anale, c'est-à-dire au niveau des plis de l'anus. C'est une petite ulcération, si vous voulez. C'est comme une sorte d'égratignure qu'on a au niveau de l'anus, mais c'est une égratignure qui a des particularités parce qu'elle donne d'abord des douleurs qui sont vraiment typiques. Et puis, la prise en charge est vraiment très particulière de cette petite égratignure. Donc, il ne faut pas la sous-estimer. C'est une maladie aussi qui est fréquente. C'est une maladie proctologique fréquente qui atteint autant les hommes que les femmes. Et là encore, on peut l'avoir à tout âge. Comment elle se manifeste? Comment cette fissure anale se manifeste? Elle nous donne des signes cliniques très particuliers. Comment ça se passe? Au moment de faire la selle, on ressent une vive douleur au niveau de la marge anale, une très vive douleur. Cette douleur dure de quelques secondes à quelques minutes, puis elle disparaît pour finalement réapparaître quelques minutes plus tard. Et là, elle peut durer jusqu'à quelques heures. Donc, c'est ce qu'on appelle une douleur en 3 temps. Une douleur au moment de la selle, la douleur disparaît quelques minutes, puis elle réapparaît pour rester jusqu'à plusieurs heures par la suite. Au moment de cette douleur, au moment du passage de la selle, on peut parfois remarquer un petit saignement fait de sang rouge, d'accord ? Et ce saignement, en général, il est isolé des selles. Il n'est pas mélangé avec les selles. Ça signe la nature basse du saignement. Ça veut dire que le saignement ne provient pas du tube digestif plus haut. Et donc, cette fissure, en général, la personne sait à quel moment il y a eu le problème. C'est en général dû au passage à une selle vraiment dure qui a finalement blessé la marge anale. Maintenant, la fissure, oui, oui, allez-y. La fissure anale, elle peut se compliquer. Oui, tout à fait, oui. Donc, elle peut se compliquer en devenant une fissure anale qu'on appelle chronique. C'est-à-dire que la fissure ne cicatrise pas et elle pérennise dans le temps. Et donc, ça entraîne vraiment, bien sûr une gêne quotidienne et parfois même handicapante. Cette fissure anale, elle peut se surinfecter. Et à ce moment-là, c'est en plus le moment où elle peut se compliquer plus que la surinfection, elle peut se fistuliser. C'est-à-dire qu'il va y avoir la formation, si vous voulez, de microbes qui vont proliférer, qui vont s'amasser et qui vont créer un tunnel entre le canal anal et la peau. Donc la fissure peut être le point de départ d'une fistule. Maintenant, comment on peut traiter ces fissures anales? C'est un traitement qui prend beaucoup de temps et il faut être patient parce qu'il faut soulager la douleur et il faut cicatriser cette marge anale qui est très très mal vascularisée parce que le sang passe et la circulation sanguine va plutôt vers des organes qu'on appelle nobles, cerveau, cœur, etc. Et donc la région anale est mal vascularisée, du coup la cicatrisation se fait mal. Le point important, c'est de rétablir cette bonne circulation. Et en général, ça se fait grâce à des bains de siège chauds. Et puis, on s'aide aussi avec des crèmes cicatrisantes. Mais c'est un traitement qui dure longtemps, entre 1 et 6 mois de traitement. Au-delà de cette période, si le traitement ne donne pas de résultat, on peut passer à notre technique thérapeutique. D'accord. Alors, nous avons un appel de Rabat. Il s'agit de Ilham. Bonjour Ilham. Allô? D'abord, je tiens à vous remercier pour cette émission et pour le sujet surtout. J'avais une question à poser à Dr Loudrairi, mais bon, elle a répondu. Je voulais juste vous faire part de mon vécu, justement. Je pensais que c'était des hémorroïdes que j'ai traitées moi-même par des médicaments qui sont en vente libre, des pommades, des suppos. Et comme ça ne passait pas, j'ai consulté. Il s'est avéré que c'était une fissure anale qui a été reprise in extremis parce que, bon, d'après mon médecin, j'allais passer à la chirurgie.
Donc, ce que je voudrais, c'est savoir, est-ce qu'il ne peut pas y avoir une meilleure sensibilisation afin que les gens ne s'automédiquent pas? Parce que, bon, effectivement, moi, j'ai fait l'automédication, ça a été une très mauvaise expérience pour moi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà, merci, Merci beaucoup. pour votre question et pour votre intérêt. Voilà, donc on va vous répondre. Merci. Alors déjà, le fait de parler de votre vécu, ça fait partie de la sensibilisation de la population à ce genre de choses. Parce qu'effectivement, quand on va voir son médecin et qu'on raconte qu'on pensait que c'était des hémorroïdes et que finalement c'était autre chose, bon, heureusement pour votre cas, c'était une fissure et pas autre chose de plus grave, ça encourage nos concitoyens à faire de même. Donc, vous pouvez faire partager votre histoire en disant que, je sais pas, est-ce que l'examen clinique s'est bien passé? Est-ce que vous aviez des appréhensions par rapport à l'examen clinique qui finalement n'avaient pas lieu d'être? Et puis, ça encourage les autres à faire de même. Et puis, je tiens à préciser que dans votre cas, heureusement, que c'était juste une fissure, entre guillemets, une fissure anale, parce que je sais que les plaintes de la fissure anale sont vraiment gênantes, et que c'était pas autre chose de plus grave à côté duquel on est passé. Et donc, heureusement, votre espérance de vie, si j'ose dire, n'a pas été atteinte à cause de cette automédication. Mais parfois, c'est des choses beaucoup plus graves à côté desquelles on passe. Merci beaucoup, docteur. Merci pour votre émission, encore une fois. Merci. Alors, il y a un point qu'a abordé Ilham, ça concerne la chirurgie, justement. Donc, c'est une alternative thérapeutique, oui. Voilà. C'est une alternative thérapeutique qui concerne à peu près 50% des fissures anales. Et donc, alors il faut savoir, les gens appréhendent aussi la chirurgie, mais parfois c'est d'un secours incroyable, parce que la douleur dans laquelle vivent les patients qui ont une fissure anale chronique, parce que ça concerne surtout les fissures anales qui ne cicatrisent pas les fissures anales qu'on traite bien et qui régressent sous traitement médical. Ça concerne les fissures anales surtout chroniques ou bien qu'on appelle hyperalgiques, c'est-à-dire très 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 douloureuses. La personne souffre tellement de sa fissure anale que si on peut dire, elle ne ressent presque pas les effets secondaires de la chirurgie en post-opératoire, tellement la douleur a diminué. C'est-à-dire que la douleur de la maladie est vraiment supérieure aux petites gênes qu'on ressent en post-opératoire, et que la personne se dit, mais j'aurais dû faire ça avant. Donc vraiment, si votre gastro-entérologue ou votre médecin, de manière générale, pose l'indication de la chirurgie, je pense qu'il ne faut pas y aller à reculons, qu'au contraire, c'est quelque chose qui va vraiment soulager la personne. Et la plupart des gens qui ont été opérés disent, mais vraiment, j'aurais dû le faire avant. Alors, par rapport au traitement, quand on suit le traitement à la lettre, en respectant toutes les consignes du médecin, est-ce qu'on va guérir, que ce soit pour les hémorroïdes ou bien les fissures anales? Alors, concernant les fissures anales, il faut savoir que, bon, il y a plusieurs études, mais que le taux de cicatrisation d'une fissure anale qui n'est pas compliqué, va, selon les études, de 20 à 80%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment prévoir l'évolution post-traitement. Il y en a qui vont cicatriser et ne plus entendre parler de la fissure, et d'autres pour qui ça va moins bien se passer, mais il faut savoir que d'autres alternatives existent et que le traitement chirurgical, c'est-à-dire la fissurectomie, on enlève la fissure, c'est un traitement qui donne d'excellents résultats. Alors, est-ce que une fissure anale ça cache, on va dire, une maladie plus grave? C'est une excellente question. C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Donc, il faut savoir qu'une fissure anale, c'est-à-dire que le diagnostic a été posé par un médecin, que c'est une fissure anale, la fissure anale ne dégénère pas, c'est-à-dire qu'elle ne cancérise pas, à moins que ce soit un cancer de la marge anale sous forme fissuraire. C'est deux choses différentes. Quand le diagnostic est posé de fissure anale simple, ça ne va jamais devenir autre chose. Mais si à la base, c'est une autre maladie qui prend la forme d'une fissure, à ce moment-là, à la base, c'est une autre maladie. Donc, ça ne dégénère pas, si c'est ça la réponse. Votre question, pardon. Maintenant, il y a d'autres maladies qui se manifestent par des fissures anales. C'est ce qu'on appelle les atteintes anopérinéales d'autres maladies, dont la plus connue, c'est la maladie de Crohn. La maladie de Crohn, c'est une maladie inflammatoire intestinale qui peut toucher tout le tube digestif, de la bouche
jusqu'à l'anus. Et donc parfois ça se manifeste par des fissures anales qu'on appelle croniennes. Donc c'est une maladie de Crohn anal avec une fissure anale, mais elle a des particularités, elle a certaines caractéristiques. Ce sont des fissures anales qui ne sont pas douloureuses, alors que la fissure anale simple est très douloureuse. Ce sont des fissures anales qui ont un siège particulier, parce que les fissures anales, si on veut dire simples, en général, elles sont situées, si on veut représenter l'anus comme une horloge, en général, c'est soit à midi, soit à 6 heures. Donc vraiment en antérieur ou en postérieur. Les fissures anales croniennes, en général, elles sont latéralisées. Donc il y a certains signes qui vont faire que votre praticien va poser le diagnostic d'une fissure anale simple, ou alors d'une manifestation anale d'une autre maladie. Donc, quand c'est une fissure anale simple, ça ne dégénère pas. Voilà. Ça ne devient pas autre chose. D'accord. Alors, je pense qu'on a fait le tour pour parler des hémorroïdes et des fissures. Là, on va placer un petit mot sur les fistules, docteur Wadrari. Oui, alors les fistules, c'est quelque chose aussi qu'on peut confondre avec fissure, fistule. Ce sont des mots qui se ressemblent un petit peu. Alors, il faut savoir que la fistule, c'est quoi? C'est une communication anormale entre l'anus et la peau. C'est comme, si vous voulez, c'est comme un petit tunnel qui se crée entre le canal anal et la peau. Et comment ça arrive, en fait? Au niveau du canal anal, il y a des glandes. Ces glandes s'infectent. Quand elles s'infectent, l'infection se collecte et ça crée un abcès. Cet abcès, il doit absolument s'évacuer d'une manière ou d'une autre. Et parfois, il se creuse ce fameux tunnel entre le canal de l'anus et la peau, et ça s'extériorise au niveau de la région fessière ou de la région para-anale. Il y a un écoulement de pus, de sang, de sérosité, et là encore, c'est votre médecin qui pose le diagnostic, parce qu'il y a plusieurs types de fissures anales. Il y a la fissure anale simple, donc c'est simplement une infection qui s'est fistulisée. Et il y a d'autres maladies anales qui se manifestent par des fistules, entre autres aussi la maladie de Crohn. Donc là aussi, la fistule anale, dès que la personne sent au moment de faire sa toilette qu'il y a un petit bouton, parce que les gens l'expriment de cette manière, c'est un petit bouton qu'ils voient autour de l'anus. Donc dès que vous palpez, dès que vous sentez quelque chose d'anormal au niveau de la région anale ou para-anale, je vous encourage, je vous demande, je vous recommande d'aller consulter, parce que ça peut vraiment sauver la vie, ou du moins l'évolution de la maladie. Voilà, donc je pense qu'on a bien retenu votre conseil pour aller consulter vite dans tous les cas, quand on a des symptômes qui dérangent, qui gênent. Donc on n'hésite pas, surtout concernant cette partie, l'anus, le rectum, il ne faut pas hésiter à consulter. Parce que ça se complique très rapidement, effectivement. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation, docteur Sarah Wadrari. Donc je rappelle que vous êtes gastro-entérologue à Rabat. Merci de votre de répondre à nos questions. Restez parmi nous, il est 9h48.